Salam alaikum à toutes, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, et que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui notre rendez-vous, notre énième rendez-vous, je ne les compte plus. Je pense que ça va faire 2 bons mois que nous avons commencé les mêmes lives. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes prêtes, Inch'Allah, pour aborder un thème qui nous concerne toutes. Maman, femme, jeune fille, notamment enfant. Donc le but c'est que je vous transmette je vous partage avec vous des outils qui vont vous permettre d'être plus à l'aise et d'agir vraiment de manière réfléchie, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos époux, que ce soit avec vos amis, dans votre cadre familial ou professionnel ou autre. Et donc, comme je vous ai dit, les mêmes slides, c'est vraiment le but de réunir un peu tous les sujets qui peuvent concerner une femme, santé, bien-être, famille, etc. Et surtout, je m'attarde forcément beaucoup plus sur l'éducation parce que c'est ma mission entre guillemets, ou celle dans laquelle je me sens plus utile. Mais bien évidemment, l'éducation rejoint également beaucoup d'autres sujets comme la parenté, comme le couple, le bien-être personnel, etc. D'accord? Est-ce que vous m'entendez bien toutes? Parce que je ne suis pas à la maison, donc je voulais pas annuler le live. J'ai fait en sorte de m'organiser, mais j'espère que pour le réseau, Inch'Allah, ça sera bon. Alors dites-moi si vous entendez ce que je vous dis, Inch'Allah. Est-ce que ce sont des nouvelles ou des habitués qui sont là aujourd'hui? Dites-moi. Donc le live dure 30 minutes. Je partage avec vous quelques outils donc en fonction du sujet. Et puis à la fin, si vous avez des questions ou pendant le live, n'hésitez pas à me les écrire, Inch'Allah. Je prends note de ces questions pour pouvoir vous préparer des lives en rapport avec les besoins que vous avez. D'accord? Alors aujourd'hui, les semaines passées, nous avions abordé le thème donc toujours dans le thème de l'éducation. J'avais partagé avec vous des conseils ou des ingrédients. Je vous avais présenté tout ça sous forme d'ingrédients, 5 ingrédients essentiels pour construire une personnalité équilibrée chez notre enfant. Alors je vous avais dit que bien souvent on se concentre sur l'éducation des enfants et on en oublie, ou bien on se concentre sur la confiance en soi de l'enfant, et souvent nous confondons justement la confiance et l'estime. Et donc je vous avais donné quelques exemples pour vous montrer que cette différence peut paraître subtile mais qu'en réalité elle est très évidente. Et donc je vous avais également partagé des exercices à mettre en place pour travailler la confiance en soi chez les enfants, la confiance en tout cas chez les enfants. Donc par la suite je vous ai proposé des ingrédients qui vont vous permettre, avant même de penser, comme je vous ai dit, à une personnalité, à travailler la confiance en soi, il va falloir créer une personnalité qui soit équilibrée et qui va amener la confiance chez l'enfant de manière naturelle. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un autre point qui va forcément vous amener et va vous permettre de vous améliorer vous déjà en tant que maman, et puis par la suite d'adopter ces outils-là et ces conseils-là et ces exercices-là avec vos enfants si vous voulez savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur personnalité, par rapport à leur estime et à leur confiance. Alors bien souvent j'ai des questions qui reviennent de la part de mamans qui me disent oui, j'ai un problème avec mon fils, j'ai un problème avec ma fille, soit mon fils crie beaucoup, ma fille crie, elle ne m'écoute pas, elle change énormément d'environnement à un autre, etc. Donc moi la première chose que je demande à une maman qui me dit mon enfant crie, c'est est-ce que toi tu cries? Naturellement elle va me dire si oui, elle me dit oui bien souvent. Donc c'est vraiment pour vous dire que si vous ne mettez pas en place des changements, si vous ne changez pas vos habitudes, il n'y aura forcément aucun changement de la part de votre enfant, puisque il est tout simplement en train de répéter ce que vous mettez en place à la maison, et donc il est dans un concept d'imitation, et donc il va juste refaire tout ce qu'il voit. D'accord? Donc il y a également ce sujet de développement personnel qui tourne énormément autour des questions que je reçois. Oui, je sais que j'ai un travail à faire sur moi, je sais que je dois travailler ça sur moi, je sais que j'ai un défaut, on me le dit souvent, mon mari me le dit souvent, ma mère me le dit souvent, ma belle famille, mon ami, etc.
Alors moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est pour toutes les personnes qui veulent changer, qui veulent améliorer des choses dans leur vie, dans leur quotidien, il faut d'abord savoir ce que c'est que changer. Il faut savoir d'abord être capable de mesurer qui on est pour pouvoir savoir qui nous voulons être. Et bien souvent, des mamans veulent changer, veulent améliorer des choses en elles, alors que ce n'est pas la priorité en réalité. Donc il y a un travail à faire des fois, des mamans qui vont se concentrer sur je sais que j'ai besoin de lâcher prise, alors que c'est pas forcément du lâcher prise dont elle a besoin, c'est plus des fois qu'elle a plus besoin au contraire d'être juste plus ponctuelle ou d'être plus organisée. Elle a besoin peut-être de revoir ses priorités, et donc on va avoir des mamans qui vont se focaliser sur un objectif, pensant que ça va résoudre un problème, alors elles ne savent pas en réalité quel est le problème à résoudre. Et donc, on va se fatiguer dans un cheminement, dans un travail personnel, qui va plus nous fatiguer qu'autre chose, parce que finalement, quand on l'aura terminé, que ce soit des séances en thérapie ou autre, eh bien, on se rendra compte que finalement, peut-être qu'on a dépensé beaucoup d'argent, peut-être qu'on a dépensé beaucoup de temps, mais quand on rentre à la maison, il n'y a rien qui a changé, les crises avec les enfants sont toujours les mêmes, on se sent toujours aussi fatigué, on se sent toujours aussi surmené, etc. Et donc, prendre conscience qu'avant d'avoir un travail à faire sur soi, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on en est, d'accord? On peut pas amener... quand vous allez chez le garagiste, on sait qu'on a un contrôle continu tous les 2 ans ou quoi, le contrôle technique. Par contre, quand on va chez le garagiste de manière volontairement, donc avant ce terme-là obligatoire, nous y allons avec un problème en tête. Nous savons ce que la voiture, le problème que rencontre la voiture, et donc quand on va voir le garagiste, il va nous dire c'est ça, ou bien il va nous dire non, pas du tout, le problème ne vient pas de l'embrayage, il vient par exemple de la plaquette, des plaquettes de frein, etc. Et donc, par contre, quand nous on vient voir un professionnel ou autre, on vient pour un besoin. Donc, moi, ce que j'ai envie d'éclairer aujourd'hui, c'est juste que ce n'est pas parce que vous faites un travail sur vous que vous allez résoudre le problème actuel, d'accord? Et je vais vous proposer donc plusieurs étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Donc c'est une invitation à un exercice à faire qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes pour pouvoir mettre en place des pratiques, des exercices ou une formation qui va vous permettre d'améliorer réellement le problème que vous avez. Déjà, quand on parle de développement, quand on dit qu'on veut améliorer, faire un travail sur soi, il faut savoir, donc comme je vous ai dit déjà, où est-ce que j'en suis, d'accord? Quelles sont mes erreurs? Qu'est-ce que je dois prendre connaissance de mes habitudes actuelles et donc trouver leurs failles? Quelle est la chose qui me fait défaut? Quelle est la chose, le défaut que j'ai le défaut qui me fait le plus, voilà. Donc j'ai des qualités, j'ai des défauts, excusez-moi. Et donc je cherche quel est le plus gros défaut qui me freine dans ma vie de maman ou de femme ou d'épouse ou autre, d'accord? Est-ce que je suis capable justement de décrire ce défaut-là? Et c'est là où on va rentrer dans ce processus-là, ce travail-là qui va devoir se faire d'abord en introspection pour que vous puissiez vous, et donc cet exercice-là, il va être possible également de le faire avec nos enfants par la suite, quand nous d'abord on l'aura fait sur nous-mêmes, d'accord? Donc c'est un travail à faire sans tomber dans l'égoïsme ou autre, on va chercher à repérer nos qualités, mais on va également chercher à repérer nos défauts. Et pour faire tout cela, on va devoir, parce que bien souvent, des personnes qui veulent changer, elles ne veulent changer qu'à travers des choses, des remarques que des personnes de l'extérieur leur auraient faites. Donc c'est mon mari me dit que je suis comme ça, ma mère me dit que je suis comme ça, on m'a toujours dit que je suis comme ça, à chaque fois que je vois une amie, on me dit que je suis comme ça. Donc il faut savoir, est-ce que je me base sur ce que les gens disent de moi? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est toujours une réalité ou non? Donc forcément, ça peut être une part de la vérité, mais on ne peut pas se baser seulement sur des choses que les gens disent sur nous parce qu'ils ne sont pas avec nous H24 et donc ils ne connaissent pas réellement notre personnalité, nos qualités et nos défauts. Bien que parfois ça peut être à notre avantage. Et je vais vous dire pourquoi. Donc il y a plusieurs zones vers lesquelles vous allez devoir pénétrer, vous allez devoir vous rendre pour mieux d'abord vous connaître et cerner où est-ce que vous en êtes avant de vouloir travailler sur vous ou autre, d'accord?
Je insiste sur ces points-là parce que vraiment, bien souvent, j'ai des mamans qui reviennent vers moi me pensant qu'elles ont un travail à faire sur tel ou tel sujet, alors qu'en creusant, c'est des fois des choses qui sont beaucoup plus accessibles, qui ne demandent pas énormément de changements, juste à adopter quelques habitudes et à prendre conscience de nos défauts. Donc la première zone, si vous avez de quoi noter, je vous invite à noter, on dit que c'est la zone qui est découverte, d'accord? Donc dans cette zone-là, ça va être ce que les gens savent sur moi et ce que moi je sais sur moi. Donc je sais que je suis une personne par exemple généreuse et les gens le savent parce qu'ils le ressentent au quotidien. Donc ça c'est une qualité que moi je connais et que les gens me connaissent également. Et puis ça peut être aussi un défaut. Je suis quelqu'un une personne très nerveuse. Je le sais, j'en suis consciente parce que dans mon quotidien, je suis à fleur de peau. Mais mon entourage également le sait parce que ce n'est pas quelque chose que je cache. Je peux m'énerver devant tout le monde ou autre. Donc ça, ce sont des choses. On est dans la zone qui est dite dévoilée parce que moi je la connais, moi je suis consciente de ce que je suis dans cette zone-là et les gens également. On arrive ensuite dans une deuxième zone. Cette deuxième zone, c'est la zone dite masquée, d'accord? C'est une zone camouflée. Pourquoi? Parce que c'est une zone où moi, les choses que je connais sur moi, les gens ne le connaissent pas, d'accord? Par exemple, des personnes qui peuvent montrer qu'elles sont contentes pour une amie face à une réussite ou face à une situation familiale qui aurait évolué de manière positive. On peut montrer qu'on est très contente pour cette personne. Et finalement, en réalité, à l'intérieur de nous, ça bouillonne, il y a un sentiment de jalousie, un sentiment d'échec, etc. Et donc, c'est une chose que au public, nous n'allons pas l'exprimer de manière négative. Au contraire, on va montrer à la personne qu'on est contente pour elle. Mais en réalité, en introspection, quand on est dans la sphère privée ou intimement, tout simplement, ça va être un sentiment qui est très négatif, qui est très péjoratif. Et donc là, on est dans une zone où les gens ne savent pas ce que moi, je sais sur moi. D'accord? On arrive ensuite dans la troisième zone. Ça peut être aussi des choses qui sont positives. D'accord? La troisième zone, ça va être la zone dite aveuglée, une zone obscure où moi-même, je ne connais pas des choses que les autres connaissent sur moi. Alors, ça va être par exemple des personnes pour qui on va dire c'est une personne très lourde, une personne qui se plaint tout le temps, c'est une personne fatigante, une personne imposante ou une personne etc. ou susceptible ou autre. Donc ça peut être des traits de caractère que nous ne connaissons pas sur nous, mais les personnes qui vivent avec nous au quotidien, elles le savent, elles le ressentent et c'est elles qui en subissent les conséquences. Bien souvent, ça peut arriver dans un couple, ça peut arriver dans une relation amicale ou juste dans un cercle d'amis où des personnes sont connues pour une étiquette, soit des personnes qui se plaignent énormément, etc. Donc cette personne-là ne le sait pas, sinon elle ne continuerait pas à se plaindre, mais c'est une qualité ou un défaut, ça peut être, mais qu'une personne ne connaît pas et que nous ne connaissons pas mais que les gens connaissent sur nous. Ok? Ensuite, on arrive dans la quatrième zone vers laquelle donc on va avoir besoin de prendre conscience pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va vraiment travailler sur nous, qui est la zone dite ignorée. Pourquoi elle est ignorée? Parce que c'est une zone que moi-même je ne connais pas, mais que les gens également ne connaissent pas. Bien souvent, on va être dans une situation nouvelle, une expérience nouvelle, avec des personnes qui nous connaissent. On va avoir un rôle différent que nous n'avons pas eu d'habitude. Par exemple, on va avoir besoin d'un chef, d'un leader, et là, on va nous proposer, ou bien on va se proposer de manière naturelle. Et là, on va se dire, ah mais je savais même pas que j'étais capable de faire ça, et l'autre personne va dire, ah oui franchement je te voyais pas du tout faire ça et j'étais étonnée. Donc là ça va être des traits de personnalité, des qualités ou des défauts, des personnes qui vont se dire, franchement je pensais pas que j'étais aussi peureuse que ça, et d'autres personnes en face de nous qui vont dire, franchement je m'attendais pas à ce que tu réagisses comme ça face à cette situation. Donc c'est des traits de personnalité qui sont en nous, que nous ne connaissons pas, mais que les personnes également face à nous ne connaissent pas. Et donc c'est une zone dite, une zone ignorée, d'accord? Par exemple, ça peut être aussi par rapport à un enfant, on découvre beaucoup de compétences chez un enfant, par exemple à un moment où on va s'absenter, à un moment où il va y avoir un nouveau frère ou une nouvelle sœur qui va arriver dans la famille, un parent qui va s'absenter, et là l'enfant va faire preuve de responsabilité, va faire preuve d'autonomie,
alors que ce sont des choses que nous ne connaissons pas sur cet enfant-là. Il va se changer tout seul, il va s'habiller tout seul parce qu'aujourd'hui maman n'est pas là, papa n'est pas là. Et donc on va découvrir des compétences que l'enfant lui-même ne connaissait pas sur lui parce qu'il n'avait jamais été face à cette situation. Et la maman également parce qu'elle n'avait jamais laissé son enfant seul, et donc elle n'était pas capable de savoir s'il savait se vêtir seul ou pas. D'accord? Donc là on est dans ces 4 zones-là que je vous ai dit. Donc on a la zone dite dévoilée, donc elle est tout le monde sait, moi je sais sur moi et les gens savent ce que je sais sur moi. La zone dite masquée, où moi je connais des choses sur moi que les gens ne connaissent pas. La zone dite aveuglée, où les gens connaissent des choses que moi je ne connais pas sur moi. Et ensuite la zone dite ignorée, où moi je ne connais pas une chose sur moi et les gens non plus ne connaissent pas cette chose sur moi. D'accord? Subhanallah, ces situations-là, elles ont beaucoup été présentes avec le prophète alayhi salam. Par exemple, quand il désignait des compagnons, notamment le compagnon Oussama ibn Zayd. Et donc, ce compagnon-là, il a été nommé par le prophète alayhi salam. Donc, le prophète sallam était connaisseur. Il savait que Oussama ibn Zayd avait des compétences, que Oussama ibn Zayd ignorait les compétences qu'il avait dans le côté guerre ou défense ou militaire, et pourtant il a fait ses preuves et il a excellé dans ce domaine-là. Donc c'est le prophète sallam qui a vu en lui une compétence que lui ne voyait pas en lui, et donc il lui a proposé de rejoindre l'armée dans laquelle il y avait quand même Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc là c'était le prophète sallam qui savait quelque chose que Oussama ne savait pas sur lui. Il y a également des situations comme le prophète Yusuf alayhi salam, qui quand il est face au ministre en Égypte, il se propose donc face au roi de l'Égypte, il lui dit fais de moi donc le premier ministre, je suis capable de gérer cette situation. Donc je serai capable de gérer cette situation. J'essaie de me rappeler du verset en arabe. Donc fais de moi donc le responsable ou le chef ou le ministre de l'Égypte et je serai capable. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas par égoïsme, ce n'est pas par orgueil, pas du tout, mais on a le droit en tant que musulman, quand on est conscient des compétences que l'on a, de se proposer pour être en fait une valeur ajoutée, pour être un ajout, quelque chose qui va apporter à la communauté, à la société. Donc là, c'est pas faire preuve d'orgueil, ce n'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est tout simplement être connaissant et être conscient des compétences que l'on a. Donc là, Yusuf alayhi salam en l'occurrence était conscient des compétences qu'il avait. C'est pour ça qu'il s'est proposé en tant que ministre pour gérer donc la trésorerie de l'Égypte. Donc là, encore une fois, on est dans la zone, donc la 3e zone où Yusuf alayhi salam savait ce que le roi ne savait pas sur lui. D'accord? Donc c'est important de repérer ces zones-là et de les identifier, de prendre conscience de ces zones-là, même par rapport à nos enfants. Et de se dire que quand il me dit qu'il est capable de faire quelque chose, il est peut-être lui dans cette zone-là où il se sent capable de faire quelque chose parce qu'il sait qu'il est capable de le faire. Moi, je ne le sais pas, mais ce n'est pas forcément une réalité. Il est possible que lui sache faire une chose que moi, je n'ai encore jamais vu faire. Les enfants développent énormément de compétences, même quand ils sont avec leurs cousins, avec leurs cousines en famille, avec leurs grands-parents ou à l'école, face à des situations dans lesquelles nous, en tant que parents, nous ne sommes pas présents et donc nous ignorons les compétences qu'ils ont pu développer à l'extérieur. Et donc, c'est être un peu plus dans l'ouverture et accepter que nos enfants soient conscients des capacités qu'ils ont bien entendu dans un cadre voilà, il y a les priorités de sécurité, etc. Ne pas laisser un enfant qui te dit je suis capable de faire ça alors qu'en termes de sécurité c'est pas du tout assuré, mais dans un cadre raisonnable, tout à fait, c'est tout à fait possible. Il y a également dans l'histoire un homme qui s'appelait Al-Hajjaj ibn Yusuf, donc qui était enseignant, et donc il a été appelé en mission militaire dans son pays. Et il a dû combattre, il n'avait pas le choix, c'était une obligation donc de mission militaire, il a dû combattre, et lui son seul rôle c'était juste, pendant toute la journée il était connu pendant ses cours, il ne transmettait rien aux enfants parce que c'était pas quelque chose qu'il aimait faire, mais pourtant il était enseignant par dépit, et il était connu pour taper en fait les enfants à chaque fois. Et en fait quand il a été face à une situation
nouvelle, délicate, enfin, nouvelle, totalement nouvelle, une expérience totalement nouvelle, il a dû faire face et être à l'armée et donc combattre directement à la guerre. Et en fait, finalement, l'armée a découvert qu'ils avaient un héros, qui s'était devenu un héros. Il était très doué. Et en fait, on rentre là dans la 4e zone que je vous avais dit. C'est quelque chose dont lui ignorait sur lui, que les gens ignoraient sur lui. Ça s'est fait par dépit à la base. Et c'est Allah qui fait les choses comme ça. Et donc, il est devenu héros. Donc, c'est aussi là le but de vous dire ça. C'est quoi l'importance de cette zone-là? C'est aussi d'être dans l'ouverture et de permettre à nos enfants de faire de nouvelles expériences, mais aussi nous, se permettre de nouvelles expériences, même avec nos enfants. Donc, maintenant, une fois que je sais qu'est-ce que je sais sur moi, de ce qui est positif et négatif, qu'est-ce que je fais? Vous allez prendre une feuille et un stylo et vous allez noter ces 4 zones-là. Et vous allez noter qu'est-ce que je sais sur moi et que les gens connaissent sur moi. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je sais que je suis généreuse, je sais que je suis nerveuse, je sais que je suis, etc. Donc vous listez tout ça sur une feuille. Tout ça, c'est avant de vouloir faire un cheminement ou faire un travail personnel, d'accord? Deuxième point, c'est je vais devoir travailler et me demander qu'est-ce que je sais sur moi que les autres ne connaissent pas. D'accord? Ça, c'est aussi important de faire une petite introspection, de se dire, voilà, peut-être que les gens ne savent pas que finalement je suis douée dans telle ou telle chose et que les gens ne le savent pas. Et donc, énumérer combien de personnes, combien de choses tu sais sur toi et que les gens ne savent pas sur toi. Troisième point, ça va être de lister ce que les gens savent et que moi, je ne connais pas. Alors cette phase-là, comment on va faire pour savoir ce que les gens connaissent sur nous, que nous ne connaissons pas? Subhanallah, notre religion, elle est tellement complète que même cette zone-là, on peut la découvrir et savoir qu'est-ce qui se cache dans cette zone-là. Eh bien, tout simplement, il y a 6 droits. Le prophète alayhi salam nous a donné 6 droits sur notre frère musulman. Et un de ces 6 droits, c'est si ton frère te demande conseil, conseille-le. Donc, tu vas juste, en fait, profiter de ton droit en tant que musulman et permettre à un autre musulman d'accomplir son devoir envers toi en lui demandant de te donner conseil et de te dire qu'est-ce qu'il trouve en toi de positif et de négatif. Et donc, d'être prêt. C'est pour ça que quand on dit je veux changer, je veux, il y a beaucoup de mamans qui me disent oui, je veux être une meilleure maman, je veux faire un travail sur moi, je veux être plus cool, je veux être moins, plus bienveillante, etc., moins stricte ou autre. Il va falloir accepter, je sais que vous voulez du changement, je sais que vous voulez que les choses s'améliorent dans votre foyer, dans votre relation avec vos enfants, mais je n'ai pas de secret. Si vous voulez qu'il y ait du changement, je le dis, je le répéterai tout le temps, je m'en lasserai pas, il va falloir vraiment faire un travail sur soi et il va falloir que vous-même vous changiez les choses et que vous acceptiez de voir vos défauts. Bien souvent, nos enfants nous recrachent nos défauts à l'âge de l'adolescence ou la préadolescence et ça fait très très mal et on a l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose, on se dit mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est vrai? Et puis là, on va avoir des tatas, des grandes sœurs ou des frères qui disent bah ouais, c'est vrai, ta fille elle a raison, t'es trop sur elle, ou t'es trop curieuse, ou tu parles trop. Et là, les parents se prennent des claques face à l'adolescence, et puis les gens en face, c'est seulement là une amie qui va se dire oui, bah en fait, je n'osais pas te le dire. Mais là, vraiment, je vous le dis dans le sens où c'est votre droit en tant que musulmane d'aller voir des personnes, bien sûr, pas n'importe qui. Vous allez voir des amis intimes, des amis proches, des personnes que vous fréquentez, des personnes avec qui vous avez voyagé. Parce qu'une des meilleures façons de connaître des personnes, c'est de voyager avec elles. Donc les personnes qui vous connaissent dans votre cercle intime, allez vers elles et demandez-leur de vous dire quelles sont vos qualités et quels sont également vos défauts. Alors comme je vous ai tout à l'heure, pourquoi je vous dis je reviendrai sur le fait que est-ce que quand quelqu'un nous dit quelque chose sur nous, c'est vraiment vrai? Et je vous avais dit que ça peut être une part, ça peut être en partie vrai comme ça peut être en partie faux. Là, en l'occurrence, on a besoin d'avoir l'avis des gens, mais comment on va faire pour s'assurer que ce que disent les gens, c'est une réalité? D'abord, on va voir si c'est 5, 6, 7 personnes qui me disent la même chose, qui ressortent le même défaut. Par exemple, qui me disent... beaucoup de personnes qui vont te dire, par exemple, tu es, par exemple, avec une relation avec un enfant, tu parles beaucoup par exemple, tu racontes trop ta vie par exemple, s'il y a 5-6 personnes qui te le disent et que ça revient souvent l'un des premiers défauts que les personnes se disent, là tu peux te dire que c'est une réalité, c'est une vérité, il faut l'accepter. Là il va y avoir le travail de se dire oui, j'ai demandé un conseil, j'accepte le conseil tel qu'il est, ou j'accepte de me voir dans un miroir, en fait, ou comment les gens me voient tel que je le suis réellement. Donc si on a 5-6 personnes qui me disent oui, tu racontes beaucoup ta vie et donc forcément ça va déranger par exemple tes enfants ou adolescents,
là on va se dire que finalement c'est un défaut. Autre chose, si on a besoin vraiment de se rassurer, de se dire mais j'ai pas l'impression d'être vraiment une personne comme ça, on va demander à cette personne-là, donne-moi des situations, des preuves en fait qui prouvent que je suis vraiment une personne qui raconte par exemple énormément ma vie. Et là si c'est des cas où on s'est dit oui, quand tout le monde est retourné de vacances, tu sais que de parler de tes vacances, là tu vas dire oui, mais là c'était un contexte où finalement c'était la situation qui a fait que j'ai raconté ma vie, mais est-ce que je le fais tout le temps? Donc là voilà, si vous avez besoin d'avoir des preuves, ça va vous permettre de savoir si ce que la personne vous dit face à vous, que la personne face à vous vous dit, pardon, c'est vraiment une réalité, si vous avez besoin de filtrer tout ça. Par contre, si on a la preuve, et c'est plusieurs personnes qui nous le répètent de notre entourage, à qui on fait énormément confiance, là, c'est un point sur lequel nous devons travailler. Et donc, excusez-moi. Donc, les étapes qui vont arriver, donc une fois qu'on a noté tout cela, donc ce que les gens savent sur moi, etc., s'il y a un défaut, comme je dis, donc qui revient, on va devoir donc le travailler. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour que quand vous me dites, une fois que vous aurez fait tout ce travail, vous allez savoir quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, et également vous allez apprendre à mieux vous connaître, et donc à savoir, c'est comme si en fait vous allez vous évaluer avant même de vous fixer des objectifs. Si vous, votre objectif par rapport à votre enfant, c'était de faire de lâcher prise comme je vous ai dit tout à l'heure, alors que toutes les personnes qui sont face à vous, ou quand vous allez faire un travail en introspection, vous allez découvrir que finalement vous êtes juste une personne qui n'est pas du tout organisée, et que finalement ça vous fait défaut dans votre quotidien, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre belle famille, avec vos amis. Eh bien vous allez savoir quel est le point à travailler. Et même quand vous allez vers un professionnel, un coach ou un thérapeute, vous allez savoir quel est réellement votre besoin. Si vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, vous n'allez pas pouvoir vous améliorer, vous n'allez pas pouvoir fixer des objectifs qui sont mesurables. Et c'est ça vraiment le gros problème que moi également je rencontre avec des mamans, c'est qu'elles se fixent des objectifs. D'accord, tu veux faire ça, mais comment tu vas savoir que tu as atteint cet objectif? Je veux je veux avoir plus confiance en moi. Ok. Dernièrement, j'ai échangé avec une maman qui me disait, j'ai un gros problème avec même un problème de couple où je vois que mon mari fait énormément de choses et moi j'ai l'impression d'être très dépendante de mon mari et forcément ça a un impact sur mon état d'être, avec ma relation avec mon fils, etc. Et donc je lui dis d'accord, concrètement qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cette situation-là? Donc elle me dit je sens que je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur face à d'autres femmes de notre entourage, de ma famille ou autres, avec lesquelles mon mari pourrait me comparer. Donc tout ça c'est quelque chose qui se passe dans sa tête. Hein. Et donc j'ai besoin de reprendre mes études parce que j'ai pas passé mon bac. Ok, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? J'ai envie de travailler parce que à chaque fois que je veux de l'argent, je demande à mon mari. Ok, je lui dis donc d'accord. Donc je lui dis donc on va se dire que tu as passé ton bac. Tu as passé ton bac, tu as ton diplôme, qu'est-ce qui va se passer? Donc elle me dit ben non en fait j'ai même pas besoin du bac en fait je sais pas. Donc encore une fois c'était un objectif qu'elle avait, donc une stratégie qui lui permettait d'éviter en fait de résoudre le vrai problème. Ok, donc le bac tu le veux pas, donc je lui dis tu veux travailler, tu vas travailler comment? Ben, j'ai envie de créer mon propre projet. Ok, très bien, donc ton projet, tu as besoin d'un capital? Oui, ben je vais demander à mon mari. Je dis d'accord, donc tu veux gagner une indépendance en créant un projet qui commence à la base par un besoin en fait en fonction du capital que ton mari lui-même va te donner. Donc je dis en quoi tu es indépendante par rapport à ce projet-là? Et là elle me regarde, mais ça fait mal de voir ces vérités-là, mais en fait c'est juste dénouer un peu les objectifs de vie qu'elle pensait qu'elle allait pouvoir résoudre tout son nid familial. Et je lui dis, est-ce que tu penses que tu manques d'argent et de travail réellement là en temps réel? Et en fait elle ne voyait pas ce qui lui manquait. Et je lui dis en fait tout simplement c'est juste tu n'as pas confiance en toi. Donc tu as besoin de travailler ta confiance et c'est comme ça que tu vas te sentir, tu vas plus avoir le besoin de te comparer à d'autres personnes, que tu ne te sentiras pas dépendante de ton mari, etc. Donc là c'est tout un travail qu'on a mis en place pour qu'elle travaille sa confiance et qu'elle mette en place d'autres projets qui soient beaucoup plus réalisables et mesurables.
D'accord? Ensuite, par rapport à ces zones-là, quand je vous dis ce que je sais sur moi, ce que je ne sais pas sur moi, c'est un exercice également à faire avec les adolescentes, les préadolescentes. C'est un exercice que je vais proposer, Inch'Allah, aux frangines dans les semaines qui viennent. Je vous en parlerai et je vous dirai comment les jeunes filles ont réagi. Donc c'est un programme pour les 9 à 13 ans. Et donc ça va me permettre, moi, de savoir ce que les filles connaissent sur elles. Et parfois, bien souvent, les mamans sont étonnées de voir ce que les jeunes filles vont écrire parce que ce sont des compétences que les mamans ne voient pas en leur enfant. Et donc, ça va être, on va les dénigrer alors qu'elles se sentent capables de faire ça. C'est des compétences qu'elles voient en elles pour qu'un enfant écrive ce qu'il se sent capable de faire. C'est qu'il est vraiment sûr de lui. Et également, ça va permettre à des mamans aussi de se rendre compte qu'elles ne partagent pas assez ou qu'elles ne complimentent pas assez leur enfant. Et donc, l'enfant a du mal à noter ses qualités ou ses défauts. Par rapport à une liste donnée. Ça va aussi lui permettre de savoir ce que les gens, donc dans leur entourage, bien souvent les filles sont entre elles, donc elles ont déjà créé un lien d'amitié. Et là, ça va être sympa de dire à des jeunes ados, qu'est-ce que tu sais sur, par exemple, Sarah, qu'elle ne sait pas sur elle, qu'elle n'a pas noté. Ah, moi je trouve que elle est très belle, ou par exemple je trouve qu'elle est très rigolote, très marrante. Ah bon, je trouve qu'elle est très agréable. Et donc tout ça, ça permet de travailler de manière indirecte la confiance en soi. Et je sais que c'est un sujet qui est revenu énormément, donc je voulais vous partager avec vous aujourd'hui ces 4 zones-là. Pour que vous puissiez les faire déjà pour vous, j'insiste toujours, hein, le travail à faire il est toujours d'abord pour les mamans, avec les papas, les adultes en tout cas, et par la suite à vos enfants, vos adolescents. Pour les petits ça va être de manière indirecte. Vous voyez une qualité chez votre enfant, vous savez qu'il est très doué pour... Ça peut être des choses très simples, hein, alors quel que soit l'âge, je trouve que tu es très doué ou que tu as une très belle voix ou que tu te débrouilles très bien quand tu fais ça. Ah bon, ben oui, donc si tu veux on peut l'ajouter dans ta liste, etc. Et alimenter cette liste au fur et à mesure. Et également lui permettre d'accepter quand vous allez vous prêter au jeu et dire à vos enfants vraiment d'être prête à dire à votre enfant, est-ce que tu peux me dire quel est le défaut que j'ai en moi et que je ne vois pas et avec lequel tu souffres un peu. Donc ça peut être, voilà, je trouve que tu es trop curieuse, ou enfin tu es trop derrière moi, ou tu m'étouffes, ou voilà, des fois ça peut être des mots très forts, très violents en fonction de l'âge, mais c'est pas contre vous, c'est lui permettre en fait de vous dire, de s'ouvrir. Et donc lui, quand vous allez devoir lui dire, quand vous en aurez besoin, c'est très utile. Donc plus vous allez permettre à votre enfant d'évaluer entre guillemets ce qui est dérangeant dans sa relation avec vous, plus quand il va être grand, il va être adolescent et vous allez avoir besoin de lui montrer son défaut ou l'erreur qu'il est en train de commettre en agissant ainsi, eh bien vous allez être beaucoup plus crédible et il va être beaucoup plus ouvert et il va être beaucoup plus accessible tout simplement. Donc moi tout ce que je vous dis, c'est un travail à faire en amont pour éviter tous les problèmes que j'entends au niveau à l'âge de l'adolescence, parce qu'il n'y a pas eu de relation qui a été construite. Il n'y a pas eu de lien, il n'y a pas eu de confiance, donc il y a une confiance qui s'installe incroyable quand une maman accepte que son enfant lui ressorte ses défauts ou ses erreurs. C'est pas forcément des défauts handicapants, mais c'est juste des erreurs qu'on commet avec eux, qui sont répétitives et qui peut bloquer une relation et qui peut la gâcher tout simplement ou la fausser. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai terminé mon live, j'espère que ça vous sera utile, Inch'Allah. Je vous rappelle que vous avez accès au même live replay, Inch'Allah, via votre boîte mail. Donc tout ce qui a été dit aujourd'hui va être enregistré et vous allez pouvoir, Inch'Allah, le recevoir. Si vous voulez les recevoir, il vous suffit d'aller sur le lien qui est dans ma bio, donc c'est tout simplement sur le blog kaokit.com, et vous vous inscrivez pour pouvoir recevoir dès que je fais l'envoi, Inch'Allah, le live en replay et tous les autres replays qui ont eu lieu. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve, qu'il préserve nos enfants. Je termine par Surat al-Asr et je couperai le live, Inch'Allah, par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.